L'entre-deux-guerres a vu les pionniers de l'aviation réaliser des exploits en traversant des mers, des océans et en repoussant toujours plus loin les limites. En 1935, 2 hommes ont tenté la traversée de l'Antarctique en avion, sans escale. Aujourd'hui, nous revenons sur le vol périlleux du Polar Star et son échec qui a failli coûter la vie à ses participants. Ah mais attendez, j'ai oublié, cette vidéo est sponsorisée par le jeu dont vous entendez le plus parler sur YouTube, Raid Shadow Legends. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un RPG tour par tour avec de très bons graphismes et qui rassemble un bon gros paquet de joueurs. 15 millions de téléchargements dans les 6 derniers mois, c'est genre un très gros paquet. Mais du coup, ça parle de quoi ? Eh ben en gros, c'est un jeu de rôle multijoueur, Ou Meuporg. avec plus de 400 champions à collecter et personnalisables, une grosse commu francophone et des clans français que vous pouvez rejoindre. Et si comme moi vous êtes nul en combat, pas de problème. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur la stratégie et laisser les combats se faire tout seuls avec le mode de multi-combat automatique. Et avec 14 champions ajoutés tous les mois et les mises à jour régulières dans le jeu, peu de chances de se lasser. En plus, en remplissant les missions, vous pouvez obtenir un champion légendaire, très badass. L'Aztèque. L'arbitre. Pas folle. Non, au shot, l'arbitre. Et tout ça pour Kutchi. C'est gratos. Alors n'hésitez pas à aller dans la description pour télécharger Raid Shadow Legends et obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs et commencez votre aventure. Nous sommes en 1913. Lincoln Ellsworth, fils d'un riche magnat du charbon aux États-Unis, visite le zoo de Londres pendant un voyage d'études. Il y découvre un pingouin ramené 4 ans plus tôt par Sir Shackleton lors d'une de ses expéditions en Antarctique. Il est totalement fasciné par l'animal, ce qui nourrit sa curiosité envers les terres lointaines et hostiles que sont les pôles de notre planète. C'est décidé, il veut devenir explorateur des pôles et son père va l'y aider. En 1925, le père aide à financer une expédition de Roald Amundsen à laquelle Lincoln prend parti. L'objectif est de pousser le plus possible vers le pôle Nord et faire une exploration visuelle depuis les airs. Pour cela, c'est en tout 6 hommes qui embarquent dans des hydravions N-24 et N-25, chargés en vivres et en matériel de campement, au départ du Spitzberg. Ils décollent le 21 mai 1925. Après un vol en formation dans le brouillard de 900 km, les 2 avions sont finalement séparés. Le N-25 atterrit sans problème et le N-24 est contraint d'amérir à près de 10 km de l'autre avion. Et c'est là que tout bascule. Le N-24 a une déchirure, ce qui le rend inutilisable. Le N-25, lui, est en bon état mais prisonnier des glaces. Le seul moyen de s'en sortir est que tous les hommes rejoignent le N-25 et réussissent à le ramener sur la banquise pour ensuite redécoller vers la civilisation. Il se passera 5 jours entre les amérissages et la libération du N-25, désormais sur la banquise. Il faut maintenant lui préparer une piste d'envol. Alors qu'ils aménagent une piste de fortune sur la glace, le poids de l'avion brise la banquise et il se retrouve à nouveau dans l'eau. Les vivres s'épuisent, la santé des hommes décline, et il faudra attendre plusieurs autres tentatives pour qu'enfin, le 15 juin, près d'1 mois après le début de l'expédition, ils ne regagnent enfin le Spitzberg, tous sains et saufs. Après leur récupération, ils sont ensuite transportés vers Oslo et sont accueillis en héros le 5 juillet 1925. À son retour, Lincoln Ellsworth apprend que tout le monde les croyait morts et que son père, qui attendait des nouvelles, était mort depuis début juin. Cette dangereuse expédition n'a pas refroidi Ellsworth, qui est toujours aussi motivé et veut étancher sa soif d'exploration. En 1926, accompagné de 15 hommes, dont Amundsen et Umberto Nobile, il se lance dans l'expédition Amundsen-Ellsworth, qui prévoit d'explorer le pôle Nord à bord d'un dirigeable, le Norge. Le dirigeable étant conçu en Italie, il part donc de Rome et va rallier le Svalbard en plusieurs étapes, à savoir l'Angleterre, puis Oslo, la Russie, Vadsø et enfin le Svalbard. Un voyage d'1 mois rien que pour rejoindre le point de départ de l'expédition. Et le 11 mai 1926, quelques jours après le départ de Richard Byrd et son Fokker à destination du pôle Nord, ils quittent le Svalbard et se dirigent eux aussi vers le pôle Nord, qu'ils atteignent le lendemain. Là, les drapeaux des 3 principaux membres de l'expédition, un Américain,
un Italien et un Norvégien, sont largués et tombent sur la glace. 2 jours plus tard, ils atteignent la civilisation, le petit village de Teller, en Alaska. De la glace s'est déposée partout sur l'appareil, y compris sur les pales. L'expédition se pose près du village, un atterrissage qui endommage sévèrement le Norge. C'est la fin de cette expédition, les hommes sont débarqués et le dirigeable réexpédié en Italie. Même si Frederick Cook, Robert Peary et Richard Byrd ont tous les 3 revendiqué être les premiers à avoir atteint le pôle Nord lors de leurs expéditions respectives en 1908, 1909 et 1926, c'est le Norge qui est aujourd'hui reconnu comme la première expédition à l'avoir atteint de manière incontestable, bien qu'il ne l'ait que survolé. En 1933, Ellsworth met sur pied une expédition incroyable qui prévoit de traverser l'Antarctique de la mer de Ross à la mer de Wendell et faire également le vol retour. L'avion, un Northrop Gamma nommé le Polar Star, va être transporté en bateau jusqu'à la mer de Ross, déchargé sur la glace pour enfin décoller. Ellsworth est accompagné sur ce vol par Bernd Balchen, vétéran du premier vol vers le pôle Sud, et à bord du navire, une quinzaine d'autres hommes, dont un mécanicien, un opérateur radio et un météorologue. Ils arrivent à leur point de départ en janvier 1934, mais après le déchargement et un vol d'essai de 30 minutes, la glace se brise sous l'avion et les trains, surmontés de skis, baignent dans l'eau avec seulement les ailes pour empêcher l'avion de sombrer. Les dégâts sur le Polar Star sont considérables et ils n'ont pas d'autre choix que de le remonter sur le bateau et annuler l'expédition. Après de longues réparations dans les hangars d'Inglewood en Californie, c'est en septembre 1934 que l'expédition s'embarque pour une seconde tentative. Cette fois, c'est le moteur de l'avion qui casse au moment des essais sur le point de départ. Même si le bateau accompagnant emportait des pièces de rechange, aucune ne permet de réparer le moteur. Ellsworth décide d'envoyer le bateau chercher des pièces pendant qu'une poignée d'hommes reste avec l'avion en Antarctique. Mais quand le navire revient, 2 semaines plus tard, les conditions météo sur place ne permettent plus de voler. On répare l'avion, on le remet à bord du bateau, et tout le groupe longe les côtes antarctiques à la recherche d'un point de départ qui aurait une meilleure météo. Après 2 mois de recherche infructueuse, l'expédition est une fois de plus annulée, et tout le monde regagne la civilisation. Des moqueries de certains membres de l'expédition se font entendre à propos du Polar Star, avion qui a jusque-là plus voyagé sur un bateau que dans les airs. Mais Ellsworth n'est pas du genre à laisser tomber, et jamais 203, il se relance à l'assaut de l'Antarctique pour une nouvelle traversée en 1935. Entre-temps, Balchen s'est lancé dans une carrière dans l'aviation commerciale en Norvège. Ellsworth recrute donc un nouveau pilote, Herbert Olick Kenyon. Né en Angleterre, il vit au Canada où il a servi dans l'armée de l'air et il est considéré comme un pionnier de l'aviation canadienne. La nouvelle expédition rejoint son point de départ entre les îles de Dundee et Joinville en novembre 1935 et démarre quelques vols de test. Et le 23 novembre, les 2 hommes s'élancent pour la traversée du continent. Très vite, ils découvrent des terres encore inviolées par l'homme, qu'Ellsworth s'empresse de cartographier, baptiser et revendiquer en tant que possession américaine. Mais après quelques heures de vol, la radio tombe en panne et n'est pas réparable en vol. Il continue donc et passe le méridien 80 degrés ouest. À ce moment-là, il largue un drapeau américain et baptise cette terre du nom de son père, James Ellsworth. Après 14 heures de vol, la visibilité se détériore fortement. Les 2 hommes décident de se poser pour faire le point sur leur position. Ils établissent un campement et nomment le haut plateau voisin Olick Kenyon. Après un repos bien mérité, ils redécollent pour faire le trajet retour vers le bateau. Mais après seulement 30 minutes de vol, les conditions météo les forcent à se poser encore une fois. Ils vont devoir attendre 3 jours avant qu'enfin il soit possible de voler à nouveau, mais le vol ne durera que 50 minutes. Ils se posent encore une fois et essuient 3 nouveaux jours de météo désastreuse, avec un blizzard qui recouvre de neige la presque totalité de l'avion. Ils passeront encore 3 jours à déblayer la neige autour de l'avion avec des simples tasses de thé, puis attendront un autre jour qu'une nouvelle tempête passe, avant d'enfin redécoller. Et se poser encore. Mais là, c'est juste pour être sûr de leur position. Un peu de repos et c'est reparti. Il ne leur reste que 250 km à parcourir. Ils redécollent et se posent une 5e fois, cette fois parce que le moteur a simplement rendu l'âme. Il va falloir rejoindre le point de récupération à pied. Ils savent qu'ils ne sont pas loin, mais ont du mal à déterminer à quel point. De plus, l'absence de contraste, de végétation et de bâtiments fait qu'ils ont du mal à apprécier les distances.
Ils aperçoivent ce qui semble être le ventilateur du refuge Little America, qu'ils sont censés rejoindre, mais qui s'avère n'être qu'un tout petit réservoir de carburant abandonné. Ils reviennent alors à l'avion et continuent à regarder au loin. Ils voient alors ce qui ressemble à des maisons recouvertes de neige au loin. Ils prennent le traîneau, chargent des rations et partent dans cette direction. Après 2 jours de marche, ils découvrent que ces soi-disant bâtiments ne sont que des blocs de glace. Ils ne perdent pas espoir pour autant. Little America est forcément dans la zone. Ils tirent le traîneau pendant 15 minutes, se reposent 5 minutes et recommencent, le tout pendant 10 heures par jour. Il leur faudra 5 jours de plus pour atteindre le refuge tant recherché. Désormais, il faut attendre les secours. C'est le RRS Discovery 2, activement à leur recherche, qui va avoir la tente orange des 2 hommes sur une tour radio et va les récupérer. Cela faisait près de 2 mois qu'ils attendaient qu'on vienne les chercher. Ellsworth, avec un pied infecté, part pour l'Australie avec le Discovery 2. Le navire qui les avait amenés là, le Wyatt Earp, rejoint la baie des Baleines et reste sur place avec Herbert Holick Kenyon, car une dernière mission les attend. Récupérer, ou au moins essayer de récupérer le Polar Star, qui ne se trouve en réalité qu'à 25 km de là. Avec les tracteurs abandonnés par l'expédition Byrd quelques années plus tôt au refuge, les membres de l'équipage du Wyatt Earp récupèrent et mettent à bord du navire le Polar Star, direction New York. À son arrivée dans la ville américaine, Ellsworth ne souhaite surtout pas que l'avion finisse démantelé. Il en fait don à la Smithsonian Institution et aujourd'hui, l'avion repose dans la Golden Age of Flight Gallery du Air and Space Museum de Washington. Sur les 3500 km parcourus, plus de 1900 se sont faits en milieu totalement inconnu. Les fossiles récupérés lors de l'expédition par Ellsworth se sont avérés d'une richesse scientifique exceptionnelle. Et le plus important dans tout ça, c'est la découverte de 2 chaînes de montagnes énormes, les monts Ellsworth et le massif Sentinel. Plus de 900 000 km² de terre ont été revendiqués par Ellsworth comme territoire américain, même si en fin de compte, ce ne fut pas vraiment respecté. Ellsworth retournera une dernière fois en Antarctique à l'occasion d'une expédition quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, avec cette fois 2 avions. Cette fois, moins de péripéties, l'expédition sera néanmoins interrompue à cause d'hommes d'équipage qui chuteront du bateau dans l'eau glacée, mais heureusement tout le groupe reviendra sans victime. Cette dernière expédition d'Ellsworth lui permettra de revendiquer encore plus de territoires pour les États-Unis, qui seront disputés immédiatement par le gouvernement australien. Quelques mois après son retour, la Seconde Guerre mondiale sera déclarée, et Ellsworth terminera sa vie paisiblement, loin de l'exploration, jusqu'à sa mort en 1951. Les expéditions vers l'Arctique et l'Antarctique du début du XXe siècle sont clairement des exemples du courage, de l'instinct de survie et de la motivation que peut avoir l'être humain dans un milieu hostile comme l'était autrefois le ciel et comme le sont toujours aujourd'hui les zones polaires et l'espace. Elles montrent aussi que notre rapport au confort a énormément changé en moins d'1 siècle, et le slogan du film First Man ferait un peu rire les explorateurs des glaces d'autrefois. Vous pensez pas ? J'espère que cet épisode aérien glaçant vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci énormément à Red Shadow Legend de soutenir la chaîne, ce qui permet de vous donner toujours plus de vidéos. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!